Allez, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire comme live, parce que j'ai eu beaucoup, une petite dizaine de personnes qui ont quelques problématiques pour faire des calculs en fait au niveau de leur rentabilité et au niveau de en fait ce qu'on va appeler le coût marketing, etc. et des compréhensions sur ce qu'on va appeler la matrice de performance. Donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu en fait ce que c'est qu'une matrice de performance, quels sont les coûts qui sont derrière, comment on calcule les différents types de coûts, sans aller vraiment très très précisément en fait dans certains des sujets, euh, pour au moins cadrer en fait la chose et faire un tout petit focus assez rapide sur la partie coût marketing. Donc, première chose, premier élément, c'est quoi une matrice de performance? En fait, c'est un ensemble d'éléments financiers qui permettent d'estimer la rentabilité potentielle d'un produit. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que globalement, vous ne devez pas vous lancer sur Amazon si vous n'avez pas fait ces calculs-là. J'en vois beaucoup, et vraiment beaucoup, qui font des calculs à l'arrache avec des grands coûts, mais sans être très très précis en fait dans le sujet et sans même calculer en fait la véritable marge qu'ils peuvent avoir derrière. Et ça, c'est une erreur parce qu'en gros, si vous partez et que vous n'avez pas fait ces calculs-là de manière précise, vous êtes mort parce qu'en gros, vous n'aurez aucune capacité, sauf à avoir de la chance, à vous redresser derrière. Donc ça, c'est la première chose. Alors, ah oui, pourquoi j'appelle ça matrice de performance? J'avais le choix entre liste des coûts à prendre en compte pour être rentable sur un produit, c'est pas super sexy, ou matrice de performance, on se la pète un tout petit peu plus, ça fait mieux. Donc juste pour ça, il n'y a aucun terme derrière en termes de mécanique, enfin de mots-clés en comptabilité et autres. Dans les prochaines semaines, j'ai prévu de vous faire un live autour de ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. C'est tout ce qui concerne véritablement la comptabilité d'une entreprise. Et pour le coup, en comptabilité d'entreprise, il y a vraiment des mots-clés qui sont importants. Mais là, on y reviendra plus tard. Là, pour l'instant, on va calculer ce que c'est qu'une matrice de performance. Et normalement, vous êtes censé en sortir avec un vrai calcul de perf. Donc, quels sont les éléments qui sont dans la matrice de performance? Il faut prendre en compte votre prix de vente. Je parle bien du prix de vente, je ne parle pas du prix public. Le prix de vente, c'est le prix auquel les gens vont acheter votre produit. Quand je précise hors taxe, même si vous êtes auto-entrepreneur, calculez-le en hors taxe. Parce que le jour, si ça fonctionne, et c'est ce que je vous souhaite, vous allez basculer en entreprise, vous allez avoir cette TVA à prendre en compte. Et si vous n'êtes pas dans les règles d'une société, vous pouvez vous faire surprendre. Certains des auto-entrepreneurs se sont fait surprendre avec ce 20% de TVA. Donc, il est super important que vous calculiez votre prix de vente en hors taxe. Donc, en gros, le prix de vente hors taxe, c'est votre prix TTC que divise 1,20 en France. D'accord? Et là, vous avez votre prix en hors taxe. Ça, c'est la première chose. Moins, en fait, 4 coûts. Vous avez 4 types de coûts qui sont globalement ceux à prendre en compte au départ. Vous avez le coût de revient. Le coût de revient, pareil, hors taxe. À l'intérieur de ça, vous avez votre coût d'achat produit. Donc, en gros, soit l'achat de la matière première et la fabrication de ce produit, soit l'achat direct du produit avec simplement le logo que vous posez dessus. Deuxième coût, le coût d'achat du packaging, que quelques-uns oublient, c'est-à-dire qu'ils pensent à l'achat du produit, mais ils ne pensent pas au paquet qu'ils mettent en place autour. Donc ça, c'est le coût d'achat du packaging. L'autre coût, qui paraît complètement anodin, mais au fur et à mesure des centaines de ventes, ça peut commencer à faire des petites sommes, c'est le coût d'achat du flyer, quand vous intégrez un flyer à l'intérieur de vos packaging. Pour rappel, le flyer a un intérêt, en fait, si A, vous voulez inciter les gens à mettre des commentaires sur les fiches produits, B, si vous voulez vous en servir comme ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire les ramener vers un espace chez vous pour pouvoir les identifier, soit par l'adresse email, soit par le numéro de téléphone, pour pouvoir soit les recontacter, soit les utiliser dans des publicités type Facebook. 4, ce qu'on appelle les frais de manutention. Ça, je pense que la quasi-totalité en fait, des gens l'oublient. Ce qu'on appelle les frais de manutention, c'est soit vous, soit les gens en fait qui le font, mais qui vous facturent des frais quand ils font en fait les frais, soit d'envoi, c'est-à-dire qu'ils rassemblent tous les produits, soit qu'ils rassemblent plusieurs produits en un en fait. Tous ces frais-là, c'est ce qu'on appelle les frais de manutention. La plupart d'entre vous, vous les oubliez, et principalement quand c'est vous. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons, vous créez un bundle de 3 produits avec un flyer, et vous vous dites, vous, à votre niveau, ouais, c'est bon, c'est mon temps à moi, machin, blablabla, et sur 100 produits, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais si vous ne le calculez pas à l'intérieur de votre frais, quand vous allez avoir 1000,
2000, 3000 pour un truc. C'est plus vous qui allez les faire, c'est d'autres personnes. Ou c'est votre propre temps et vous allez mettre 4 jours à le faire. Et votre temps, c'est de l'argent. Et si vous ne l'avez pas intégré dans les frais de manutention et que vous n'avez pas calculé votre prix de vente, vous pouvez être surpris à des moments. Moi, je me suis fait piéger pour l'anecdote sur mes propres produits au tout départ. J'avais mal calculé ces coûts-là quand on était sur les frais de manutention entre les ESAT, etc., etc. Et j'avais 30 centimes de différence. 30 centimes, c'est peanuts. Mais quand on vend 2000 produits, c'est énorme en termes de frais. Donc ça, c'est les frais de manutention. Ensuite, vous avez tout ce qui est frais de douane, etc., etc. Je passe super vite dessus parce qu'il y a plein de règles derrière. Et à la rigueur, ce que je me dis, c'est qu'on invitera et on mettra en valeur quelqu'un qui est un expert dans le domaine. On va voir comment on fait ça et on fera une interview autour de c'est quoi un sourcing produit, qu'est-ce qu'on fait en frais de douane, etc. Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte. Je ne vais pas vous induire en erreur, il y a tellement de cas particuliers que ça ne sert à rien. Simplement, prenez en compte que quand vous êtes à l'étranger et que vous rapatriez chez vous, il y a des frais de douane. Et bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les frais de transport entre votre fournisseur ou vous et Amazon. Ça, c'est intégré dans le coût de revient. C'est-à-dire que quand vous livrez les entrepôts Amazon, si vous livrez les entrepôts Amazon, vous avez les frais de transport à intégrer dans ce coût de revient. Donc, c'est l'addition de tous ces coûts qui fait le coût de revient hors taxe. Ça, c'est le premier coût. Le deuxième coût, c'est ce qu'on appelle les coûts commerciaux. Dans les coûts commerciaux, en fait, il y en a deux principaux qu'on intègre. L'abonnement Amazon et les frais de vente Amazon. Alors, l'abonnement Amazon, c'est celui quand vous êtes en compte professionnel que vous payez. Alors, en auto-entrepreneur, 46 € TTC, en entreprise, 39 € hors taxe, qui sont en fait les frais mensuels. Moi, je prends une clé de répartition pour la plupart de mes clients qui est la suivante, c'est que ces frais-là, même s'ils paraissent peanuts, je fais la clé de répartition en fonction du chiffre d'affaires de chacun des produits et je répartis ces 39 € en charge sur chacun des produits au prorata du chiffre d'affaires qu'ils font. Donc ça, c'est la première chose. Les frais de vente Amazon sont les pourcentages, en fait les commissions d'Amazon liées à la catégorie. Donc ça, on l'inclut dans les coûts commerciaux hors taxe. Et bien évidemment, pour mes clients qui sont à la performance, pour rappel, c'est ici que moi j'inclus mes propres commissions à moi quand je vous facture. Le coût logistique, on intègre deux choses, les frais de stock et les frais de traitement. Les frais de stock, quand on est en simulation initiale, c'est-à-dire quand on calcule sa première fois son prix, ce que je vous conseille de faire, c'est de calculer avec une rotation à 90 jours. Alors, comment ça se calcule les stocks chez Amazon? En gros, c'est la hauteur, la largeur, la profondeur en fait, de votre produit. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une volumétrie. Et c'est calculé au prorata temporis, en fait, c'est le délai de stock, le délai d'entreposage chez Amazon. Donc, globalement, c'est 26 € du mois au mètre cube chez Amazon. Ça, c'est la première chose pour la première partie. C'est-à-dire, je crois que c'est du mois de janvier au mois de juillet, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être une bêtise, il faudra regarder sur la calculette, mais en gros, c'est les 6-7 premiers mois. Et ensuite, c'est 36 € sur les derniers mois jusqu'à Noël. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on utilise tous les entrepôts d'Amazon beaucoup plus pour les périodes de Noël, ils ont augmenté le tarif à 36 €. Et comme je l'ai dit, c'est en volumétrie au prorata temporis. Donc, le but du jeu pour moi, en fait, quand je fais une estimation, c'est de calculer, en fait, que vous faites une rotation sur 90 jours. En gros, le maximum, je charge votre tarif, c'est votre produit, quand il rentre, il met 90 jours à se vendre. Et en fait, ça charge votre produit. Normalement, on vend à beaucoup moins de 90 jours. Mais le but du jeu, c'est de se charger là-dessus. Pourquoi je vous mets 90 jours 90 jours est la limite haute d'un entreposage Amazon pour ne pas prendre de malus. Donc, en gros, si on se met sur ce trend-là, tout le sujet est de réussir à être en dessous de ces 90 jours quand on fait de rotation. Donc, en fait, vous allez avoir un calcul à terme qui va être le suivant. Vous l'avez en fait dans vos interfaces Amazon, il y a un calcul en fait d'indice de performance de votre stock. En gros, quand vous arrivez à 1000, pour faire simple, et que vous avez assez de chiffre d'affaires, il vous offre les frais de stock. Mais il faut arriver à 1000. Pour pouvoir arriver à 1000, il faut avoir une rotation qui est inférieure à 90 jours. Une fois que vous êtes avec une rotation totale sur votre stock inférieure à 90 jours, vous vous retrouvez dans une situation qui est relativement intéressante puisqu'on peut vous offrir les frais de stock. Donc, tant qu'à faire, autant faire ce calcul-là. Vous avez des contraintes, bien évidemment, vous de votre côté. C'est votre flux de vente à vous par rapport au délai de réassort de chez vos fournisseurs. Les frais de traitement. Donc, je précise bien, c'est ce qu'on appelle les frais de traitement. Il y a un raccourci qui est fait par tout le monde en disant c'est les frais de livraison, mais non, c'est ce qu'on appelle les frais de traitement chez Amazon.
dedans sont inclus l'entrée de votre stock, la manutention en fait pour préparer les envois en fait chez les clients et bien évidemment les frais d'envoi. Ça, c'est intégré dans le coût logistique. Le dernier coût, en fait, c'est ce qu'on appelle la variable d'ajustement pour moi, qui est le coût marketing. Alors malheureusement, je suis la variable d'ajustement là-dedans. On a les coûts publicitaires à Amazon et ce qu'on appelle les autres frais publicitaires. Alors, coût publicitaire Amazon, c'est bien évidemment tout ce qui est lié à la publicité en tant que telle. Je paye, ça fait de la visite, ça fait des ventes, c'est un coût. Et les autres frais qu'on oublie généralement de calculer, qui sont en fait tous les frais, par exemple, de testeur. Quand vous offrez, même en programme Vine, votre produit, c'est de la publicité en fait que vous faites, puisque vous récupérez des commentaires et que ces commentaires-là vont vous servir à améliorer votre performance. Mais on peut l'intégrer dans de la publicité, donc à intégrer à cet endroit-là. C'est-à-dire que si vous offrez 5 produits, ben vous avez 50 euros, par exemple, si votre produit coûte 10 euros, vous avez 50 euros de frais publicitaires en plus. Donc à intégrer à cet endroit-là. Autre fait publicitaire, ben bien évidemment, tout ce qui va être publicité externe. Tout ce qui va être, quand je vous en parlais dans le dernier live de Messenger, les abonnements Messenger, etc., etc. Tout ça doit être inclus là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tout votre sujet à vous, ça va être de dire, est-ce que ma publicité est rentable ? C'est-à-dire que toutes les actions que je mène, en dehors de la construction de votre fiche produit, sont rentables. C'est pour ça que dans le premier live, je rentrais de manière non diplomate sur des gens en fait, qui faisaient des sites web sans calculer leurs propres coûts. C'est-à-dire qu'ils passaient énormément de temps et beaucoup d'argent pour moi en fait, sur un site web sans avoir rentré ces coûts-là à l'intérieur de la publicité. Il faut le rentrer puisque ça vous amène du trafic. Donc, je récapitule. Vous avez 4 coûts. Le coût de revient, le coût commercial, le coût logistique et bien évidemment ce qu'on appelle le coût marketing. Le prix de vente moins ces 4 coûts vous donne une marge. Donc, c'est ça la matrice de performance. C'est-à-dire que ça vous permet de savoir quelle est la marge quand vous êtes en vitesse de croisière et que vous avez respecté tous vos trends, quelle est la marge potentielle que vous pouvez avoir. Alors, bien évidemment, on décrit le monde des bisounours parce que ça fluctue en fonction d'un certain nombre de choses. Mais globalement, c'est ça que vous devez avoir en tête. Et pour la plupart de mes clients qui rentrent en performance, c'est la première chose qu'on va calculer pour voir en fait si vous êtes en capacité d'être rentable ou pas. Une règle qui est la règle absolue que moi je regarde de mon côté, alors après vous pouvez jouer autrement, mais moi la règle que j'ai quand je fais ce calcul-là, c'est que la marge minimum par rapport au prix de vente doit être de 15%. C'est le minimum du minimum du minimum du minimum. Si vous n'êtes pas à 15%, ben vous devez régler en fait les éléments de l'équation en fait de votre matrice de performance, c'est-à-dire votre prix, vos coûts derrière. Mais votre marge ne peut pas être en dessous de 15%. Si elle est en dessous de 15%, on a des sujets à avoir. Donc je vais vous montrer en fait quelles sont les variables dans l'équation. Donc on reprend l'équation à résoudre, elle est celle-ci. On a le prix de vente moins un ensemble de coûts qui est égal à une marge. On sait qu'on ne peut pas bouger ça. C'est-à-dire qu'au minimum du minimum, on doit être à 15% du prix de vente hors taxe. C'est le minimum. Si vous faites 20, 25, 30, 35, tant qu'à faire, autant y aller. Mais le minimum, c'est si votre prix de vente, moins tous vos coûts, n'arrive pas à être à 15%, il va falloir revoir ça. La première chose, c'est prendre en compte en amont les éléments promotionnels. Et ensuite, on teste. Parce que votre prix de vente, je vous l'ai rappelé, c'est un prix public, un prix de vente et un ensemble d'éléments promotionnels. Généralement, quand vous me proposez votre prix, vous êtes déjà au taquet. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus baisser votre prix. Quand je vous dis, tiens, on va faire un coupon de 5%, votre problème, c'est que votre coupon de 5% vient préempter directement en fait, sur votre marge puisque vous êtes déjà au taquet. Donc, tout votre sujet, avant même de lancer vos produits, c'est d'avoir un prix public qui vous permet d'intégrer en fait, plusieurs choses. Le premier élément, c'est en gros ce qu'on va appeler le prix barré. C'est des éléments promotionnels qui vous permettent d'avoir un prix barré qui est de 5, 10, 15, 20%, enfin peu importe. Mais, alors bien évidemment, ne faites pas un 80% en fait, de remise là-dessus, ce n'est pas crédible. Mais un prix barré est toujours quelque chose d'intéressant. Intégrez-le en prix public, premier sujet. Deuxième sujet, en fait, vous avez un élément qui est un sticker que vous maîtrisez, qui est le coupon, qui est un élément promotionnel de marketing où on dépense, en gros, pour rappel, on a les coupons, où on dépense 50 centimes par clic sur un coupon, plus la valeur du coupon. Et ça, c'est un élément promotionnel. Intégrez en fait ce 5% minimum, par exemple, à l'intérieur de votre prix public pour pouvoir enquiller
sur votre prix de vente, en fait, quand on va avoir le prix de vente, c'est-à-dire le prix auquel les gens achètent, que votre 5% soit déjà intégré, ce qui permet d'éviter d'être contraignant sur la marge. Il y a un autre élément en fait, qui peut être intéressant. Si vous êtes en FBA, il y a un outil promotionnel qui existe sur Amazon, qui est en fait les promotions qui sont liées aux gens qui sont Prime. Ben, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que vous mettez une contrainte en disant « je livre l'entrepôt Amazon ». Alors, j'adore livrer l'entrepôt Amazon parce que ça nous évite la logistique et le dernier kilomètre. Mais pourquoi vous faites ça en deuxième temps? Ben, vous le faites parce que vous voulez en fait toucher aussi les gens qui sont en Prime, qui eux payent un abonnement pour avoir la livraison gratuite. Ben, il y a plein, 90% des vendeurs Prime qui n'utilisent pas en fait un outil promotionnel qui est d'accorder une remise au Prime. Et vous ne pouvez l'accorder qu'au Prime. Et ça, c'est intéressant. Parce que si vous faites ça, vous êtes quasiment convaincu d'avoir 100% votre sticker Prime, parce qu'à des moments, ça n'apparaît pas. 2, vous allez avoir un bonus. Et 3, vous allez avoir des éléments de communication autour de ça. Pourquoi? Parce que vous faites gagner de l'argent en fait, à Amazon. Parce qu'en faisant ça, ça permet de valoriser le Prime. Donc, prenez ces 3 éléments-là et intégrez-le dans votre prix de vente. Prix barré, le coupon, et éventuellement une petite promo supplémentaire au Prime. Pour rappel, tous ceux qui sont pas Prime n'auront pas la réduction, c'est toujours 5% de plus pour vous au global sur votre marge, etc., etc. Donc votre prix de vente, les éléments de l'équation à prendre en compte au départ, c'est de calculer votre prix public, avoir un prix de vente qui intègre ces 3 coûts. Bien évidemment derrière, c'est ce que je précise là, test, tout le temps, et vous allez le voir, on va tester au fur et à mesure qu'on a consolidé en fait les mots-clés, etc., les prix de vente. C'est-à-dire que peut-être qu'en baissant de 50 centimes notre prix de vente, on va multiplier en fait la marge derrière en valeur, parce qu'on va vendre plus, parce qu'on a 50 centimes de moins de vente. Inversement, ça peut être aussi 50 centimes de plus de vente. Je prends un exemple tout bête. Il y en a plein en fait qui sont calculés. Tiens, je vais prendre un exemple que je vous montrerai la semaine prochaine. J'ai un client, le célèbre, celui sur les tapis de bridge, qui vient de faire ses nouveaux produits qui sont en train de rentrer, en fait, qui sont des tapis de jeu de cartes qui sont à 24,50 € TTC. Je viens de lui faire basculer à 25,01 €. Pourquoi? Parce que le Prime est offert à partir de 25 €. Il n'est pas offert en dessous de 25 € à la commande. Tant qu'à faire, autant que je sois au-dessus. Ces 50 centimes me valent pour le client 3 ou 4 € derrière. Tant qu'à faire, autant que je baisse. Ça, c'est un élément, en fait. Mais vous pouvez en avoir plein d'autres, c'est-à-dire qu'un tarif monté, par exemple, de 2 ou 3 € peut peut-être paraître, sur le marché où vous êtes, à plus forte valeur que quelqu'un qui est moins cher. Il y a plein d'éléments, mais c'est pour ça qu'on parle de test. Donc ça, c'est une première chose. Mais vraiment, les éléments que vous devez intégrer dans votre prix, c'est un prix public ou dit prix fabricant. Vous enlevez un certain nombre de coûts pour retomber à un prix de vente. Mais essayez d'intégrer déjà quelques éléments promotionnels que vous savez que vous allez faire. Éventuellement, vous pouvez même aller en disant « je veux participer aux ventes flash d'Amazon et j'intègre dans mon prix au moins la moitié de la valeur du truc, c'est-à-dire par exemple 10%. Si votre marché le permet, allez-y. C'est toujours ça de gagner. Rien n'empêchera derrière de faire des éléments promotionnels supplémentaires. Pour rappel, les ventes flash, les conditions d'entrée, c'est un minimum de 20% derrière. Donc, il y a tous des éléments qui sont à calculer derrière. Ça, c'est la première chose. Donc, j'espère être à peu près clair sur le prix de vente. La deuxième chose, on fera un focus, comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui est coût de revient. On le fera avec un vrai expert du sourcing, etc. Je suis en train d'en interroger 2-3. Je vais voir qui est disponible et comment on peut le faire pour savoir sourcer. Alors, bien évidemment, vous êtes tous à me réclamer en fait sur la partie savoir sourcer en Chine, etc., etc. Donc, on va aller là-dessus avec du Alibaba et des choses comme ça. Mais je ne suis pas un expert dans le domaine, même si je le fais. Je préfère le confier à quelqu'un pour que vous explique les tenants et les aboutissants. Moi, il y a simplement les variables que je vous ai déjà expliquées en amont derrière, mais vous en saurez un peu plus. Donc, je passe assez vite. Ensuite, on a ce qu'on appelle les coûts commerciaux. Alors, malheureusement, les coûts commerciaux sont quasiment non négociables. Il y a 2-3 astuces qui peuvent être faites à des moments, en fait, sur un certain nombre de choses, sur le coût, sur la commission Amazon. Contrôler, par exemple, c'est une technique qui existe d'ailleurs. Contrôlez votre catégorie, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais votre commission est liée à la catégorie. Et il y a des moments, en fait, certains produits peuvent être entre 2 catégories où, typiquement,
vous pourriez très bien vous retrouver dans une situation intéressante d'avoir une commission sur la catégorie principale qui est à X% et que sur la catégorie en fait, secondaire qui se rapproche de celle-là, vous êtes à 15%. J'en prends une sur les bijoux en pierre naturelle que pour l'instant, je ne vais pas utiliser. Mais typiquement, en fait, les bijoux en pierre naturelle sont à 20%. C'est la catégorie bijoux. Par contre, il existe une autre catégorie qui est à 15,45% en fait, qui correspond aux pierres naturelles de collection et qui, elle, est à 15,45%. Je vais gagner 5%. Pour l'instant, sur les 3 premiers produits, je vais rester dans mes catégories principales, mais sur les autres, rien ne m'empêche d'aller là-dessus. C'est un moyen de négociation. Mais sinon, en fait, avec Amazon, vous ne négociez pas. Donc, en gros, vos coûts ici, c'est un coût qui est un coût fixe, entre guillemets. Vous ne pouvez rien faire dessus. Il n'y a pas de moyen d'optimisation. Les coûts logistiques. Alors, les coûts logistiques, en ce moment, c'est le truc que je fais refaire à l'ensemble de mes clients, c'est de calculer le packaging et de l'optimiser. Je reprends l'exemple des bijoux. En faisant baisser de 2 mm en fait, mon écrin de bijoux, j'ai gagné quasiment 1,11 € parce que je suis passé dans une catégorie inférieure. Ben ça, c'est une optimisation. Je n'y ai pas pensé au départ, j'y ai pensé après. Ben, c'est une optimisation. Je sais que par exemple, Emmanuel, alors, je ne sais pas s'il est là, mais en fait, Emmanuel a réoptimisé en fait, une partie de ses packaging pour commencer à faire de l'économie. Il a gagné 50 centimes. Mais 50 centimes, ce n'est pas neutre, etc. Donc, il y a cette partie-là. Et après, en fait, il y a votre flux de réassort. C'est-à-dire qu'en gros, dans les frais de logistique, vous avez les frais de stock. Et plus votre rotation sera rapide, et donc à moins de 90 jours, et que vous arrivez à avoir un indice de 1000, et là, vous arriverez à faire péter vos frais de stock. Pour le coup, ça peut être vraiment intéressant. J'ai que 2 de mes gros clients en fait, qui ont réussi à faire ça, mais j'en ai un qui se fait une économie de 10 à 12 000 € par mois. Alors, c'est un énorme client. Là, dans la liste que je vois qui est présente, il n'y en a pas en fait, qui seront pour l'instant dans ce sujet-là. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait 500 000 € de chiffre d'affaires par mois, de chiffre d'affaires. Donc, lui a des moyens de négociation assez importants et son indice de performance est de 1000 depuis 7 mois maintenant. Donc, en gros, il se fait offrir tous les frais de stock. Et le dernier coût, c'est pour ça que je l'appelle la variable d'ajustement. Alors, notez bien, je mets une préco mini 15%. Chacun de mes clients est libre, mais vous aussi, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dessus. 0%, 15%, 30%, 50%, etc., etc. Ce que je préconise comme minimum, c'est 15 pions. Pourquoi, en fait, c'est 15 pions? C'est qu'il y a énormément de choses qui sont des enjeux, en fait, derrière et qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir vous rendre visible et maintenir, en fait, votre rythme de vente. Donc, ce que je préconise quand vous avez un doute sur quels sont les calculs à mettre en place, par rapport à ça, mettez-vous à 15%. Si vous arrivez à avoir une marge de 15 pions derrière, c'est parfait. Pourquoi en fait ce truc-là? C'est que votre marge de 15%, dans le monde des bisounours, alors attention, je parle bien du monde des bisounours, vos 15% publicitaires, à un moment ou à un autre, vont se transformer en marge. Je m'explique. Le but de la publicité est de vous rendre visible. Quand vous êtes visible, c'est que votre organique, c'est-à-dire votre référencement naturel, vous êtes classé, je fais le monde des bisounours, vous êtes classé 1 en fait dans tous les mots-clés que vous visez vous. Et donc, résultat des courses, quand on a retiré la pub, vous restez toujours numéro 1 parce que votre rythme de vente est toujours bon pour rester numéro 1. Mais auquel cas, vos 15% se transforment de coûts de publicité, se transforment en 15% de marge. Je dis bien, c'est le monde des bisounours. Pour l'instant, je n'ai pas un client qui a réussi à se retirer complètement des frais publicitaires. Ils ont réussi à les baisser au fur et à mesure, mais ils n'ont pas 0 en frais publicitaires. Tout simplement, pensez à un truc, c'est dans les frais publicitaires, vous pensez à vos mots-clés pour être positionné sur les mots-clés, mais il y a une autre chose en fait, qui est un flux en fait, que vous amenez en supplément pour vous doper par rapport aux autres clients, c'est la publicité sur les fiches produits de vos concurrents. Et ça, en fait, à un moment, quand vous abandonnez la publicité mots-clés, vous accentuez la publicité en fait sur les fiches produits des concurrents pour finir en fait d'éclater les concurrents qui sont derrière. Donc vous avez toujours en fait des rythmes derrière. Et avant de réussir à purger tous les mots-clés, il y a quand même du mail. Donc en gros, je répète, l'équation qui est à résoudre, c'est d'avoir un prix de vente qui vous permet en fait, en enlevant tous les coûts, d'avoir au minimum 15%. Dans chacun des éléments, vous avez des choses à optimiser. Généralement, quand vous vous lancez,
la seule chose que vous pouvez véritablement optimiser, parce que quand vous arrivez en compte client chez moi, par exemple, ben vous vous retrouvez à avoir déjà négocié vos tarifs, déjà fait vos packaging, où vous avez peu d'investissement en packaging. Donc, la seule chose que vous avez, c'est votre prix de vente d'un côté et votre coût marketing de l'autre. Donc, votre prix de vente, vous regardez par rapport à vos concurrents. Pour rappel, être au milieu en fait des prix de vente moyens en fait des concurrents, c'est une chose, mais c'est assez délicat. Soit vous êtes le moins cher, soit vous êtes le plus cher, mais au milieu, c'est le ventre mou, c'est assez délicat à gérer. Derrière, bon, focus sur le sourcing, ça c'est à vous de négocier. Et après, l'optimisation du packaging. Le reste arrive sur la partie publicitaire. Je continue. Alors, j'en arrive sur mon argumentaire sur la publicité. Ce visuel-là, j'aime bien l'utiliser pour une simple et bonne raison. C'est qu'en fait, dans la matrice, il y a deux choses. Sur Amazon, plein de vendeurs arrivent en pensant que quand ils ont mis en place leur fiche produit, bah, ça va se vendre. Malheureusement, le moteur de recherche Amazon n'est pas un moteur de recherche. Ce n'est pas un Google. Ce n'est pas la pertinence en fait, de votre mot-clé ou de votre fiche produit par rapport aux gens qui va faire que vous allez être devant. Ce n'est pas ça le sujet. Son sujet à lui, c'est qu'est-ce qui est le plus pertinent pour lui. C'est la marge et le chiffre d'affaires. Bien évidemment, les commentaires et autres, mais c'est un moteur de vente, ce n'est pas un moteur de recherche. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de rendre votre page visible. Donc, la deuxième règle du jeune Seller One, c'est visible ta fiche produit, tu rendras. Et ça, il n'y a que ça de vrai. C'est-à-dire que vous ferez vos ventes que si et seulement si votre fiche produit est visible. Je vais rappeler quelques chiffres, en fait, qui sont quelques grandes vérités. 70% du chiffre d'affaires est fait sur la première page des résultats. J'arrête pas de vous le suriner, mais tous, autant que vous êtes, vous le visualisez pas. Mais c'est exactement ça qui fait qu'une fiche produit se vend ou pas. C'est que sur un résultat, sur, je sais pas, vous tapez, tiens, lampe torche, si vous n'êtes pas dans la première page, vous n'aurez pas une chance de récupérer 70% du chiffre d'affaires sur cette expression-là. Et il y a des dizaines et des dizaines d'expressions. 50% du chiffre d'affaires est fait par les 10 premiers résultats. C'est-à-dire qu'en gros, quand on tape un mot-clé, ben, ça se répartit de la manière suivante. C'est que 30% du chiffre d'affaires est fait par toutes les autres pages de résultats, 70% est fait par la première page, et 50% en fait est fait par les 10 premiers. D'accord? Donc en gros, et vous le constatez quand vous commencez à monter et que vous comprenez, vous étiez à je sais pas moi, à une vente par semaine, puis vous passez à une vente par jour, puis à 2 ventes par jour. En fait, c'est le fait de rendre de plus en plus visible un ou plusieurs mots-clés et la visibilité de plus en plus haute. Donc ça, c'est le sujet qui est important. C'est-à-dire qu'au tout départ, vous ne vendez pas. Et après, c'est de réussir à maintenir et de vous rendre de plus en plus visible. Bien évidemment, vous le faites par la pub et par l'organique. Le dernier point, c'est que 30% de performances en plus, en fait, sont faits sur ceux qui ont le sticker Amazon Choice. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais le sticker Amazon Choice, ce n'est pas un choix d'Amazon dans le sens j'ai testé un produit et à moi, Amazon, j'ai testé un produit et c'est mon choix. C'est le mot-clé le plus performant sur cette expression, l'offre la plus performante sur cette expression-là. Premier sujet. Le sticker, bien évidemment, numéro 1 des ventes. Donc, pour rappel, numéro 1 des ventes, c'est le numéro 1 des ventes d'une catégorie donnée. Donc, il y a des choses un peu sioux qui peuvent être faites, c'est-à-dire de dire vous avez une catégorie principale et vous visez une sous-catégorie où il y a moins de compétition, vous vous enregistrez dessus et vous avez des chances d'être numéro 1 des ventes et d'augmenter votre bonus pour une simple et bonne raison, c'est que les gens, quand ils tapent un mot-clé, ils voient numéro 1 des ventes, ils ne cherchent pas à savoir quel est le numéro 1 des ventes, si c'est de tel et tel. Ils voient numéro 1 des ventes, c'est tout ce qu'ils regardent. Donc, à des moments, pour caricaturer, vous pourriez très bien être numéro 1 des ventes sur chemise bleue alors que vous avez visé caleçon vert. Je dis une grosse bêtise. Mais dans la mécanique, les gens ne le voient pas. Ils voient juste un sticker. Donc, il y a des optimisations à faire là-dessus. Celui ayant le plus de commentaires positifs, quand vous avez un mur de données, on regarde les stickers. Donc, c'est les premiers stickers qui sont imprimés. Bien évidemment, c'est les 10 premiers résultats. Dans les 10 premiers résultats, c'est les stickers qui sont derrière. Le troisième élément, c'est le nombre de commentaires. Donc, je rappelle, pour tous ceux qui sont en lancement, quand vous avez un commentaire, on commence à faire. Quand on a 10 commentaires, ça commence à devenir intéressant. Mais si vous êtes face à quelqu'un qui a 1300 commentaires, ce serait que dans un an, vous arriverez à le récupérer.
Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de vente, ça veut juste dire que cet élément de l'équation est à retirer derrière dans un premier temps. À un certain niveau, je vous rassure, quand vous commencez à arriver à 50, 100, 200 commentaires, ça commence à s'atténuer. Mais bien évidemment, en fait, le plus haut, celui qui a le meilleur nombre de commentaires, enfin, en gros, je sais pas moi, 5 étoiles, et qu'il a 500 commentaires et que vous êtes à 20 commentaires, c'est celui qui a 500 commentaires qui attirera le plus de ventes, même sur les 10 premiers. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont derrière. Et le dernier point, c'est pour ça que je vous dis attention dans votre équation, c'est pas forcément le moins cher qui gagne, c'est déjà les éléments qui sont au-dessus. C'est le prix, le moins cher. Ça peut être une variable d'ajustement, mais on le teste. On essaie d'être le moins cher des 10 résultats et on regarde ce que ça donne. Si ça n'augmente pas vos ventes, ça ne sert à rien. Les gens achèteront sur votre joli visuel, sur vos argumentaires, sur un prix barré, sur un nombre de commentaires qui est plus ou moins positif, etc., etc. Mais ce n'est pas forcément la variable tarif qui est la seule et unique à vous faire vos ventes. Avant ça, il y a les commentaires. Avant ça, il y a les 2 stickers. Si vous arrivez à avoir un sticker Amazon Choice et ou, alors c'est même pas et ou, c'est ou, numéro 1 des ventes. Et dans le choix, c'est mieux numéro 1 des ventes que Amazon Choice. Pourquoi? Parce que numéro 1 des ventes vous permet en fait d'être partout sur tous vos mots-clés avec le terme numéro 1 des ventes. Donc en fait, on essaie de viser ça, mais on n'y arrive pas au départ. C'est quelques mois après. Amazon Choice, c'est relativement simple. Au bout de 45-60 jours, on arrive à bien se positionner. Donc voilà, gardez en tête que but du jeu, c'est 70% du chiffre d'affaires sur un mot-clé sur la première page de résultats, 50% sur les 10 premiers et 30%, c'est les boosts qu'ils ont en fonction de ces 4 critères-là. Pour ça, alors là, je vois bien, il y a des experts quand même dans le domaine, donc je vais le faire assez rapidement. Pour être visible, le seul indicateur qui prime en dehors du chiffre d'affaires, etc., des marges, c'est le BSR. Mais je vais rappeler, le BSR, en fait, vous faites un raccourci qui est assez violent, qui est un BSR de type fiche produit. Le BSR se calcule de la manière suivante déjà. 1, les ventes, pas le nombre de ventes, le chiffre d'affaires. Ça, c'est le premier sujet. Je rappelle, Amazon n'a qu'une seule chose, c'est sa commission qui est derrière et ce qu'il gagne. Donc, plus vous faites gagner d'argent à Amazon, plus vous êtes mieux positionné sur un mot-clé donné ou sur une fiche produit donnée. Donc, ce n'est pas le nombre, le taux de transformation, etc., etc. Ça doit rentrer à un moment ou à un autre dans l'équation. Mais le sujet, c'est le chiffre d'affaires. Et pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, il faut être visible. Le deuxième sujet, c'est les commentaires. Donc, vous avez tout intérêt à avoir un maximum de commentaires, 5 étoiles pour faire simple. Le dernier élément, c'est les visites. Je reprends cet exemple-là des visites parce qu'il y en a plein qui sont surpris parce que j'ai des automates en fait qui font de la visite sur certains mots-clés pour pouvoir monter en fait cette fiche-là. Oui, en fait, les visites priment. C'est-à-dire que ce qu'ils considèrent, c'est le comportement de la personne Amazon. Si quelqu'un tape un mot-clé et que votre fiche n'est jamais cliquée, il va juger que le comportement des gens, en fait, que les gens estiment que sur ce mot-clé-là, les gens, en fait, n'ont pas d'intérêt par rapport à votre produit. Donc, il va le désafficher. Par contre, si cette fiche produit est de plus en plus cliquée, quand on a une liste de 10 000 ou 15 000 fiches produits en concurrence, si j'ai un automate qui fait 5 visites par jour, en fait, ne serait-ce que sur cette fiche, sur une expression donnée, ça va peut-être baisser un tout petit peu, en fait, le ratio de vente, c'est-à-dire le taux de transformation. Par contre, sur tous les mots-clés sur lesquels je vais dépasser les 10 000 premiers en fait, qui n'ont sont jamais cliqués et commencer à être dans la phase visible. Donc, n'oubliez pas le nombre de visites. Je rappelle une autre chose. Le nombre de visites, c'est le nombre de visites dans le moteur de recherche, mais c'est aussi le nombre de visites que vous pouvez amener de l'extérieur, que Amazon adore. D'où le fait que ça peut être pertinent d'avoir un dispositif digital, pas un site de e-commerce, un dispositif digital extérieur qui ramène des gens de l'extérieur vers votre fiche produit. Soit c'est un mini-site, soit ça peut être un système, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, Messenger, qui fait de la fidélisation, du parrainage et des choses et qui renvoie derrière. Ça rentre dedans. Et bien évidemment, ça fait des ventes, etc., etc. Le gain Amazon, c'est quoi? Il y en a des tripotés qui oublient de cliquer, par exemple, sur cadeaux. Vous savez, les emballages cadeaux. C'est un truc qui est tout bête. Je vous donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Ce que calcule Amazon aussi, c'est votre potentialité de gain pour lui. Si vous offrez, je ne sais pas moi,
une paire de skis, d'accord? Enfin, si vous mettez en place une paire de skis, et cette paire de skis, vous ne cliquez pas en fait sur emballage cadeau. La personne d'à côté qui aura une paire de skis aussi, mais qui aura cliqué sur emballage cadeau, aura un petit bonus par rapport à vous, parce que potentiellement, vous faites gagner plus d'argent à Amazon. Votre FBA, en fait, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous dites, j'entrepose sur Amazon, et donc lui vous facture à vous, en fait, des frais. Et il vous classe mieux que celui qui est en FBM, en frais marchands. Pourquoi? Parce que vous faites gagner un peu plus d'argent. Alors, on traduit ça par expérience client et tout ce que vous voulez. Mais au fin du fin, c'est simplement le chiffre d'affaires que vous faites générer à Amazon. Et une fois que vous avez compris ça, le but du jeu, c'est tout ce que vous pouvez faire gagner à Amazon pour vous rendre visible, allez-y. Et le dernier point, en fait, c'est bien évidemment le prix de vente total. Mais c'est le dernier élément, en fait, dans la chaîne pour mieux vous classer. Donc, c'est frais de livraison, bien évidemment, et prix de vente. Et ça permet de calculer ce qu'on appelle un BSR. Alors, il n'y a pas tous les éléments de l'équation, mais c'est les principaux. Et donc, ça calcule un BSR. Ce BSR, il est sur la fiche produit. C'est celui que vous connaissez dans le top 100 des ventes et des choses comme ça. Et c'est ce qui fait que vous avez le numéro 1 de la catégorie. Parce qu'il y a le meilleur des BSR d'une catégorie donnée devient le numéro 1 des ventes. Ça, c'est la première chose. Ce qui vous permet de vous indiquer qu'en fait, le BSR n'est pas un calcul de BSR unique, mais il est pondéré par plusieurs BSR. Il y a ce qu'on appelle le BSR horaire. Si vous faites le top 100 des ventes, et vous aurez la même chose sur la partie mots-clés, le top 100 des ventes, vous allez vous apercevoir que chaque heure, en fait, ça peut varier. Parce qu'en fait, il calcule un BSR toutes les heures. Il en calcule un tous les jours, un toutes les semaines et un toutes les 30 jours, qui est le plus important, les 30 jours. Parce que c'est celui-là en 30 jours glissants qui fait qu'en fait, il va classer les numéros 1 des ventes et les Amazon Choice. Et donc, c'est ce sujet-là, en fait, qui est important dans la lab d'ordre du confinement. Et donc, ces 4 BSR sont calculés pour une fiche produit. C'est pour ça qu'au tout départ, vous voyez en fait votre fiche qui fluctue énormément et qu'au fur et à mesure, elle fluctue de moins en moins parce que vous commencez à consolider vos tarifs jusqu'à arriver au BSR 30 où là, vous êtes dans une mécanique qui vous permet en fait de dire tiens, je suis à telle position. Et c'est là où après, on peut commencer à optimiser. Pour rappel, ça, c'est la fiche produit. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment la partie Amazon Choice. Et ça, c'est pour chacune des expressions que vous avez un calcul de BSR. Et je dis bien pour chacune des expressions. Ce n'est pas un mot-clé. C'est une expression qui contient un mot-clé, une expression qui contient 2 mots-clés, 3 mots-clés, 4 mots-clés, etc., est classée par Amazon. Et c'est là-dedans, en fait, que vous êtes en compétition face à tous les autres. Et on rappelle, c'est le nombre de ventes qui sont faits sur ce mot-clé-là, avec le nombre de commentaires sur ce mot-clé, etc. Alors, bien évidemment, vous avez quand même une pondération un peu globale sur la fiche produit en tant que telle, c'est-à-dire que tous les mots-clés que vous avez travaillés sur votre fiche produit aident à faire que Amazon propose votre fiche produit. Donc, imaginons que vous ayez 10 mots-clés. Il y en a un que vous travaillez très fort où vous êtes Amazon Choice parce que vous l'avez travaillé très fort. Les autres, en fait, vous serez quand même proposés, même si vous n'avez pas été acheté, si vous êtes vraiment très, très bon en termes de vente. Quand je dis très, très bon, vous avez fait des ventes. Mais quand vous voulez rentrer en compétition face aux autres, les 10 meilleurs en fait, de ce mot-clé-là, il va falloir faire en sorte qu'il y ait des ventes qui soient faites sur ce mot-clé-là ou des expressions contiguës à ce mot-clé-là. Donc, gardez bien en tête que vous avez 2 BSR globaux qui sont le BSR de la catégorie, le BSR en fait des expressions. Et en fait, vous avez vos 2 stickers qui sont Amazon Choice et numéro 1 des ventes. Je vais aller un tout petit peu plus loin par rapport à ça, parce que là, il est 11h42, j'avais à peu près calculé correctement mon temps. Je vais vous expliquer juste un élément par rapport au confinement, parce que je vais faire un focus là, dans le live prochain sur comment on pilote de la publicité de manière assez simple par rapport au coût marketing et pour comprendre pourquoi en fait je joue avec tels et tels éléments. Pour comprendre en fait ce qui se passe en ce moment d'ailleurs, comme ça va permettre d'avoir ça, c'est qu'en ce moment, vous avez tous ceux qui avaient du FBA claqué votre BSR 30. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous avez claqué en fait l'ensemble des BSR. Donc vous n'êtes plus présent quasiment sur les premières pages en fait des résultats. Tous les FBM sont présents sur les pages de résultats. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est obligé de payer de la pub pour rendre visible, refaire des ventes sur ces mots-clés-là pour pouvoir repositionner correctement et d'ici une petite trentaine de jours, en fait, ces mots-clés-là. Donc, gardez en tête que le but du jeu, en fait, de cette publicité,
qu'on relance là en ce moment, c'est comme si vous étiez limite en lancement en fait de fiches produits. Sauf ceux qui sont sauf ceux qui ont été en FBM pendant un temps donné, puisqu'ils ont conservé des ventes. Et donc, résultat, en conservant des ventes, on arrive même à des éléments en fait qui sont majeurs quand on est bien positionné, à des ACOS qui peuvent être de 2, 3, 4% sur de la publicité. Pourquoi en fait? Parce que globalement, il y a eu un tel trou qu'Amazon en fait un calcul tout bête. Vous êtes prêt à payer telle enchère. Donc, ça va vous permettre de vous classer par rapport aux mots-clés, enfin, aux autres qui sont prêts à payer telle enchère. Imaginons, vous payez 50 centimes et que l'autre est prêt à payer, en fait, je ne sais pas moi, tiens, 40 centimes. Donc, vous allez être devant. Et il y a une autre chose, en fait, qui est calculée par Amazon, c'est le chiffre d'affaires qui a été généré derrière. Ce qui fait qu'en fait, imaginons, on va prendre l'inverse. Vous payez, vous, parce que vous êtes en FBM, 40 centimes, mais comme vous avez drainé du chiffre d'affaires depuis 30 jours, ben, il vous positionne devant celui qui a payé 50 centimes parce qu'en fait, au final, il gagne plus d'argent avec vous. Et c'est ce qu'on est en train de payer là. J'ai des clients, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, qui sont jusqu'à des montants qui sont de 2,003 le CPC, c'est-à-dire le clic. Je ne peux pas monter à ces trucs-là. Je n'ai pas le bras assez long. Et tout le coût marketing que je vous expliquerai derrière, en fait, c'est le 15% que vous disiez en facturation minimum. C'est votre capacité, si je reprenais une image de box, c'est votre capacité à dire quelle est mon allonge. Alors, plus vous allez me donner en fait, de pourcentage en fait, là-dessus, plus je vais avoir une allonge assez importante pour viser tout ce que je veux. Et de l'autre côté, plus on va avoir de budget, plus je vais pouvoir être dans la catégorie poids lourd. C'est-à-dire, en gros, mettre plus de budget derrière. Parce que pour rappel, vous vous souvenez, c'est le nombre de ventes qu'ils font. Donc, imaginons que vous me disiez, je vous file 5 € et qu'on a 50 centimes. Je peux faire 10 clics. Sur 10 clics, imaginons en fait qu'on ait 10% de taux de transformation, je fais une vente. Si sur ce mot-clé-là, pour arriver en première page, il faut que je fasse 3 ventes par jour, je suis dedans. Etc., etc., etc. Et ça, c'est ce que je vous expliquerai de manière plus approfondie en live la semaine prochaine pour que vous compreniez en fait les tenants et les aboutissants des éléments en fait de la matrice de performance. Pourquoi on a ce coût marketing qui est intégré dedans. J'ai terminé sur cette partie-là. C'est bon, je suis dans les temps 46. J'ai mis 45 minutes, donc je suis bon. Vous avez un petit quart d'heure pour poser des questions si vous avez des questions. Donc, vous pouvez vous démuter, d'accord? Donc, vous avez le droit. Je vous rectifie. Alors, je vous remets en fait en muet. La tolérance dans le système. Alors, je vous remets en muet et en fait, chacun d'entre vous, quand vous voulez poser une question, vous ouvrez votre micro, vous déminutez. Allez-y. Hop, j'arrête. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, j'ai un grand moment de solitude. J'ai un grand moment de solitude. Personne n'a de questions? J'ai été parfait? Alors, soit c'est des grands timides. Alors, je vais regarder en conversation parce que certains me le posent en conversation. Hop. Ben non, j'ai rien en conversation non plus. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là en fait. Ce sera le plus simple. C'est surprenant parce que je pensais que j'étais pas clair sur certains sujets. Donc, pas de questions? Enchanté, Franck. Tu viens de repasser en visible. Je vais te démuter, mais si tu n'as pas de questions… Attends. Je te démute. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Et on active. Tac. Vas-y. Si tu veux parler, tu peux. Non? Bon, bah alors je te remute. Bon, bah alors je vais vous dire tous au revoir alors. Si vous n'avez pas de questions, je vous mettrai le replay parce que au cas où il y a des grands timides derrière, comme je vous mettrai le replay sur la partie groupe Facebook, vous n'hésitez pas à me poser des questions parce que je pense qu'il y a certains sujets qui n'étaient pas très très clairs quand je les ai expliqués. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions là-dessus parce que je doute être ultra pédagogique.
Ah, il y a Stéphane qui me dit que j'ai bloqué tous les micros. Alors, attends, je vais activer tout le monde. Hop, 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 hop. Alors, je vais bloquer Christophe, où il y a beaucoup de paroles. Vas-y, Stéphane, pose ta question. Non, je pense que. Est-ce que tu peux préciser aux autres s'il y a des frais pour l'option cadeau ou c'est gratuit ou c'est pris en charge par Amazon? Alors, en fait, les frais d'emballage cadeau, en fait, c'est pris en charge par le client. C'est-à-dire qu'en gros, c'est Amazon qui facture au client un supplément en fait sur les frais cadeaux. Donc, en gros, c'est pas à vous les frais derrière. C'est quand vous cliquez sur emballage cadeau, vous autorisez simplement Amazon à vendre pour votre compte, enfin à proposer pour votre compte. En gros, c'est ces trucs-là. Pour rappel d'ailleurs, ils vous rétrocèdent une partie en fait des cadeaux. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez dans les rapports de transaction en fait Amazon, il y avait 2 crédits. Vous pouvez avoir des crédits d'expédition et vous pouvez avoir des crédits cadeaux. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir des chiffres d'affaires en plus quand ils ont vendu en fait cet emballage-là. Ouais, donc c'est une option vraiment à mettre en place à chaque fois. En fait, je le mets en place même sur des trucs en fait qui n'ont pas lieu d'être au niveau des cadeaux. Exactement. Alors qu'en gros, je me pose pas la question derrière. Je le mets en place. C'est comme le prix barré, c'est comme un certain nombre d'options en fait qui sont derrière. C'est des trucs qui sont obligatoires, enfin pas obligatoires, mais fortement préconisés. Et donc jouer aussi sur le prix. Tu sais, il y a le prix conseillé du fournisseur, enfin du fabricant, et le prix que tu mets en place. Ça, c'est intéressant aussi. En fait, ça dépend des options. C'est-à-dire que ce qui est le mieux, c'est quand vous êtes une marque et que vous… Par contre, on est d'accord que ça, c'est parce que tu disais, la création du fournisseur, mettre les RIB, etc. C'est plusieurs acteurs au niveau du service pour le coup finance. C'est-à-dire que c'est par exemple toi et Julien ou toi et Lucas, etc. Ah, je vais muter Rocha en fait, parce que je pense que c'est pas la question. Ouais. J'ai eu un grand moment de solitude. Hop. Alors, sur ça y est, j'ai perdu mon fil. J'en étais où? Oui, pardon, prix fabricant. Sur la partie prix fabricant, l'option des fois est pas mise en place en fait, c'est-à-dire que vous le trouvez pas. Donc en gros, vous le trouvez pas. Donc vous avez 2 méthodes. Si vous avez la chance entre guillemets d'avoir le prix fabricant, vaut mieux mettre le prix fabricant et votre prix à vous. Votre prix de vente sans prix de réduction. Pourquoi? Parce que votre prix fabricant va être à 29 €, vous mettez un prix à 24 € et vous aurez un prix barré. Si vous n'avez pas ça, la façon de contourner ce système-là, celle-là vous êtes sûr de l'avoir, c'est d'avoir votre prix à vous de vente et de faire un prix en réduction. Comme ça, vous aurez votre prix barré. Pour pouvoir avoir le prix fabricant, généralement, c'est quand vous êtes une marque et que vous avez la main en fait sur votre produit. Donc en fait, c'est quand vous mettez le même nom de marque par rapport à votre marque et dans le fabricant, vous mettez ce nom de fabricant. Et là, normalement, se déclenche. Je parle aussi sous le contrôle des Stéphane parce que c'est généralement dans 90% des cas comme ça. Ça déclenche en fait cette option-là. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas de seller central et qui ne l'ont pas vu, le seller central, dans le seller central, des fois, il y a des attributs que vous ne pouvez pas saisir parce qu'ils ne sont pas visibles. Et ce prix fabricant, il est visible qu'au moment où vous pouvez avoir la main sur le prix fabricant. Et c'est quand vous êtes fabricant. Ça va? J'ai été clair? Je n'ai pas trop patouillé? J'ai l'impression de patouiller à un moment. Donc voilà, vous avez 3 prix. Prix fabricant, prix de vente et prix de réduction. Votre sujet à vous, c'est que votre prix public, que ce soit celui du fabricant ou votre prix de vente à vous, puisse intégrer en fait un certain nombre de coûts supplémentaires qui sont les réductions, coupons, prix barré, éventuellement avantage promotionnel Prime. Comment ça se fait que tu es remué, toi? Allez, hop, Stéphane. Voilà, je t'ai redémuté. Ouais, je valide à 100% ce que tu as dit. Ouais, de bien mettre un nom de fabricant, un nom de marque, un nom de fabricant, ça déclenche la possibilité de mettre un prix fabricant. 100% d'accord. Donc, c'est des possibilités qu'il faut mettre en place à chaque fois, quoi. Sur chaque création de produit, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ouais, mais c'est des sujets où j'ai l'impression en fait que la plupart en fait passent très très vite. C'est un peu comme le back-end. C'est pour ça que j'y reviendrai moi la semaine prochaine, même si je dévoilerai un tout petit peu ce que je fais moi. Mais en fait, 100% des back-ends que j'ai vus et 100% des back-ends sont mauvais. Alors quand on dit back-end, c'est je vois principalement pour Franck et pour Christophe qui sont pas encore en fait sur de la vente Amazon. À back-end, c'est quoi? Quand on travaille une fiche produit, on travaille son titre, ses puces, la description
et le back-end pour les mots-clés. Et les back-ends sont la troisième chose la plus importante dans les mots-clés. Et généralement, ce qu'on fait, ce que les gens n'ont pas compris, même si on le répète, c'est qu'on n'a pas besoin de répéter 22 000 fois en fait, chacun des mots-clés. Une fois dans la fiche, c'est suffisant pour qu'Amazon considère que c'est pertinent. Je mets pertinent pour cette fiche produit. Ça ne veut pas dire qu'il va vous mettre visible, pertinent. Et en fait, je vois plein de back-end où en gros, on reprend les mêmes mots-clés que dans le titre, alors que ce n'est pas pertinent. Le back-end a un intérêt pour intégrer de la faute d'orthographe, si la faute d'orthographe est pour intégrer en fait des mots-clés qu'on ne veut pas en fait dans la fiche produit en tant que tel en principal, mais qu'on considère être importants quand même. Et la plupart, je les vois. Reprenons par exemple l'exemple d'un produit comme les bagues. Imaginons que je fasse bague améthyste. En back-end, je vois 100% des gens remettre bague améthyste. Ça n'a aucun intérêt. Voudrait bien mettre anneau si on ne l'utilise pas, parce que là, c'est pertinent. Je reprécise un autre élément par rapport à ça, sur cette partie-là, et après, je referme le sujet. Sur la pertinence et la visibilité. Vous pouvez mettre tous les mots-clés que vous voulez sur votre fiche produit. Ça ne veut pas dire que vous serez automatiquement numéro 1 des ventes, enfin numéro Amazon Choice de ce mot-clé-là. Il faut que des gens achètent du produit sur ce mot-clé-là ou des déclinaisons autour de ce mot-clé-là, ou bien d'être vraiment le major en fait des ventes de toute la catégorie. Mais vraiment, vos mots-clés qui sont derrière, la visibilité de ce mot-clé-là rentrera dans le fait de dire quelqu'un a tapé ce mot-clé, acheté et mis un commentaire. Là, vous aurez un jackpot. Je referme. Donc, en fait, il y a toute une série en fait, de choses pour revenir à ce que disait Stéphane, il y a toute une série de cases à cocher, comme les codes de couleurs, comme les machins comme ça, que la plupart d'entre vous ne saisissent pas, en fait, considérant que c'est du point de détail, alors qu'il faut tout saisir. Vous vous posez la question de est-ce que je peux avoir cette information? Pourquoi? Parce que Amazon va s'en servir à un moment ou à un autre, peut-être pour mieux vous catégoriser par rapport à d'autres personnes. Et bien évidemment, tout ce qui sont options pour lui faire gagner de l'argent, ça, vous devez y être. Parce que, de toute façon, Amazon n'est qu'un système capitaliste où son but dans la vie est de faire gagner de l'argent. Et plus vous lui en ferez gagner, plus il sera content. Et c'est pour ça aussi qu'une baisse de tarifs n'est peut-être pas forcément à des moments pertinents. C'est-à-dire que je reprends un truc, j'en vois beaucoup qui font des stratégies ultra violentes de tarifs. C'est-à-dire de dire, je suis à 29,90 € et je me mets à 9,90 € pour faire un maximum de ventes. Je vais le faire comme ça, c'est une connerie sans nom, sans le piloter. Pour une simple et bonne raison. Imaginons, je vais le prendre de cette manière-là. Vous êtes à 29,90 €, vous faites 100 ventes. Donc, ça veut dire que vous faites 2 900 € de chiffre d'affaires. Alors, je vais me simplifier la tâche. On va dire que vous êtes à 20 €. 100 ventes, vous faites 2 000 € de chiffre d'affaires. Et vous passez, en fait, et vous vous dites, moi, en fait, mon but dans la vie, c'est de faire un maximum de ventes. Et vous dites, je passe à 10 €. Et en fait, malheureusement, quand vous passez à 10 €, en fait, au lieu de faire 100 ventes, en gros, vous en faites, on va dire, tiens, 125. Ce qui veut dire qu'à 10 €, vous faites 1 250 € de chiffre d'affaires. Vous avez fait plus de ventes, mais vous avez fait moins gagner d'argent à Amazon, ce qui fait que vous perdrez en visibilité. Donc, tout ce sujet-là, en fait, des stratégies de tarifs doivent être maîtrisées dans le sens, ce n'est pas des remises à outrance. À la rigueur, si vous aviez baissé à 50% et que vous faites 300% de ventes de plus, ouais, vous augmentez le chiffre d'affaires d'Amazon, ça se défend. Mais la plupart d'entre vous, en fait, on en chie au départ sur ce type de choses. Donc, intégrez dans votre tarif les réductions, on calcule le sujet du prix de vente et on fait des tests pour voir en fait qu'est-ce qui est bon. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est la visibilité par rapport à votre produit parce que ça augmentera vos ventes, etc. Je caricature même, j'ai des clients en fait qui sont, et moi-même sur le bijou, j'étais à ces niveaux-là, où je suis à 3 ou 4 fois plus que le marché. Et comme j'ai beaucoup plus de budget pub, je suis toujours numéro 1 en fait devant parce que je peux payer beaucoup plus de pub et donc je fais plus de ventes que ceux qui en chient en organique pour monter, etc. C'est des stratégies qui existent. Je ne vous dis pas qu'il faut la faire, hein. Je vous dis juste que ce n'est pas la stratégie du low cost qui est importante.
mais c'est la mécanique en tant que telle qui fait que vous faites gagner plus d'argent à Amazon. Et ça, une fois qu'on l'a compris, ben, les tests sont tournés là-dessus. Ouais, Est-ce qu'il y a quelques… ouais. Oui, Vigilance aussi sur le concept de yo-yo des tarifs, des prix, parce que tu peux rentrer en conflit avec la règle de ouais. tarification par Amazon et te faire bloquer ton annonce. Parce Ah qu'ils oui. disent que c'est Alors, bizarre, c'est parce que tu as divisé par 2 le prix ou tu as augmenté fois 2 ton prix initial. Et ils disent, bah, tu joues avec tu enfreins la règle de respect des lois de gestion tarifaire sur Amazon. Ça, c'est risqué. Alors, il s'est même accentué maintenant. En fait, ça a été lieu le truc en fait, ils ont rajouté, enfin, c'est pas rajouté, ils ont augmenté un des algorithmes qui était l'algorithme que c'était un Stéphane cite suite au coronavirus et en fait aux gens qui ont abusé par rapport au masque. On a Exact. même eu le cas d'un client en fait qui a vécu ça à ce niveau-là et qui s'est retrouvé complètement planté parce que l'algorithme était assez con. Pour faire simple, son produit, en fait, il avait un package de 3. Donc, en gros, pour faire simple, il était 3 fois le prix moyen de vente en fait, de la catégorie et il s'est retrouvé décalé en fait, par rapport aux autres. L'algorithme l'a bloqué en lui disant attention, on pense que vous êtes au-dessus du marché. Premier sujet. Et comme en plus il a manipulé son tarif pour essayer de jouer en fait avec, ça a accentué en fait ce schéma-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on fait notre calcul, on essaie de jouer avec les promotions d'Amazon. C'est-à-dire qu'en gros, on règle le truc. Si je reprends l'exemple de Stéphane, je pourrais très bien faire 50% en fait de promo, mais si je suis sur une vente flash Ah Amazon. ouais. Parce que là, pour le coup, en fait, il sait que c'est maîtrisé, qu'on est dans la fenêtre de tir des 30 jours, etc., etc. Pareil, ça, je vous l'expliquerai un peu plus tard. Gérer votre planning de vente. Quand je dis votre planning de vente, c'est que j'en ai plein qui sont surpris à des moments parce que quand ils commencent à faire des opérations promotionnelles, ils se retrouvent plantés par rapport à Amazon parce qu'Amazon retient il y a une règle en vente qui est la suivante, qui est de dire que vous n'avez pas le droit de faire un prix. Comment dire imaginons que vous faites une promo à moins 20% par exemple à un instant T, d'accord? On va dire moins 30% à un instant T. 15 jours plus tard, vous voulez participer à une vente flash d'Amazon et vous dites moins 20. Amazon va vous refuser en vous disant non, il y a 15 jours, vous étiez à moins 30. Donc, vous devez être au minimum entre moins 30 et moins 40. Enfin, ou moins ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une règle qui dit que dans les 30 jours, vous devez être, quand on fait une opération promotionnelle, on doit être le prix le plus bas, en fait, par rapport à ces opérations dans la fenêtre de tir des 30 jours. Donc, en fait, quand on fait nos opérations commerciales, on règle tout pour avoir ce qu'on appelle vous m'entendrez toujours parler de promotions evergreen. Les promotions evergreen sont toutes celles où on sait qu'en fait, le coupon de 5%, les opérations avec acte d'achat sur le moins 5, moins 10 qu'on fait si vous achetez le premier produit, le deuxième est à machin, on les intègre de telle manière à être capable de toujours avoir de moins 15% de marge derrière et de se permettre les ventes flash tout en permettant d'aller à moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, etc., etc. Donc, gardez bien en tête. Par contre, effectivement, le jeu du yo-yo qui est joué sur le prix fabricant ou sur le prix de vente et pas sur votre prix réduit, où vous augmentez et autres, il ne faut surtout pas le faire ou le faire de manière douce. C'est-à-dire qu'en gros, vous augmentez doucement votre tarif au fur et à mesure. Mais normalement, votre règle à vous, ce que j'ai à vous conseiller, c'est… là, on déborde sur le sujet, mais on peut considérer que c'est dedans. C'est quand vous calculez vos prix, vous calculez un prix de vente cible, celui sur lequel vous voulez être quand vous êtes en vitesse de croisière. Et en fait, c'est ce prix de vente cible que vous mettez en fait avec, on va dire, allez, peut-être un plus 5% en prix public. Et derrière, ça vous donne votre grain, votre mou. Et après, en fait, on fera des réductions qui sont plus importantes au départ. Et au fur et à mesure, on les réduira. Mais c'est votre prix de vente cible. Vous n'augmentez pas votre tarif, vous le fixez au départ et vous faites des opérations de réduction evergreen pour rester dans le prix sur lequel vous voulez mettre sans être à du moins 50 ou moins 60% en pensant que c'est juste le nombre de ventes qui prime, alors que ce n'est pas ça. Ça va, j'ai été clair, j'ai pas trop perdu le monde? Très clair. Et ça, c'est vraiment une règle. Les 4-5 derniers clients que j'ai eus étaient dans des stratégies ultra violentes en termes de tarifs pour faire un maximum de ventes. Et dès qu'ils ont voulu monter leur prix, ils se sont retrouvés, et ça, c'est encore plus violent, sans la buy box. Donc, pour rappel, la buy box, c'est le bouton d'achat. Donc, on pourrait dire comme ça, on s'en fout, c'est ma marque, j'ai plus la buy box, c'est bon, les gens, ils viennent et cliquent dessus. Sauf que ça a un autre impact, c'est que je n'ai pas le droit de faire de pub si je n'ai pas la buy box.
Et si j'ai pas le droit de faire de pub, j'ai pas le droit d'être visible. Si j'ai pas le droit d'être visible, je vends pas. Et en gros, on retombe dans un cercle vicieux en fait qui est derrière. Soit en fait, on arrive sur 4 des 5 clients que j'avais comme ça, on a réussi en baissant le tarif à trouver en fait où l'algorithme réagissait en remettant la buy box. Premier sujet. Deuxième sujet, on a réussi à s'en sortir en recréant en fait une offre supplémentaire derrière ou un nouveau produit qui ressemblait à celui-là mais en offre supplémentaire, à le mettre en variation pour faire de la pub sur la variation pour pouvoir ramener des ventes en fait dessus. Mais c'est des galères sans nom. Donc faites bien gaffe, même si on est dans une sorte de foire sans règles derrière, il y a quand même des règles qui sont respectées par Amazon. Sa première, je gagne du pognon Amazon et plus j'en gagne, mieux c'est. Mais la deuxième, c'est quand même qu'il y a des règles commerciales qui existent, soit en fait du fait de dire si votre prix n'est pas cohérent par rapport au marché, et maintenant cette règle-là devient de plus en plus importante, il faut faire gaffe. Donc j'ai un de mes clients qui a été impacté par rapport à ça. Il y a un produit qui était vendu 10 euros en fait. Alors l'algo a baissé là tout de suite, il était vendu 10 euros. Lui, il a fait un pack de 3 produits. Il le vendait 30. On a estimé que c'était 100% au-dessus du marché. Donc l'algorithme a bloqué la vente et a mis en fait, c'est galère pour pouvoir en fait démontrer en fait qu'on a raison. Ça se fait, hein, mais c'est galère. Et donc là, il y a des choses à faire vraiment attention par rapport à ça. Je vois qu'il y a Thierry. Il y a Thierry qui fait 15% qu'on a inclus dans le CM une fois qu'on n'a plus besoin de la pub. Attends, je vais t'ouvrir parce que je n'ai pas compris ton truc. Je t'active. Thierry va être activé en publicité. Je t'ai activé, mais je ne sais pas si tu as le micro. Ah si, c'est bon. Vas-y. Moi, je parlais, en fait, c'est le sujet dont tu parlais pour les coupons, tout ça. En Evergreen, en fait, c'est les 15% qu'on inclut dès le départ quand on fixe le prix. Et en fait, au début, tu fais de la pub, mais après, tu incorpores les coupons et les… En fait, la stratégie, en fait, c'est une… je vais le refaire en redonnant un exemple. D'accord ? Imagine, en fait, que toi, tu te dises que ton prix public, il est à 100 euros. D'accord ? Je parle de prix public, hein, pas de prix de vente. Ouais. Il est à 100 euros. D'accord ? Sur ton 100 euros, en fait, tu te dis, toi, en fait, que tu vas au minimum faire je vais le faire super simple, hein, pas avec des calculs en face, en disant, tu te dis que toi, tu vas intégrer un prix barré de 10 euros. D'accord ? Ça veut dire que ton prix de vente à toi, normalement, il est de 90 euros. OK ? Ouais. Et derrière, tu sais que toi, en fait, pendant les quelques mois qui vont arriver, tu as besoin, pour faire ce qu'on appelle le pattern interrupt, du petit coupon, tu sais, le petit flyer vert qui apparaît. Ouais, tout à fait, ouais. Là, tu te dis, moi, en fait, je vais utiliser 5 euros. D'accord ? Donc, je mets 5 euros. Pour l'instant, en fait, tu as toujours ton prix de vente qui est à 90 euros et tu sais que toi, en fait, tu as potentiellement des gens qui peuvent être en prix de vente à 85 euros. Puisqu'ils vont utiliser peut-être le coupon à 5 euros. D'accord ? Ouais, d'accord. Ouais. Ça, en fait, ce 85 euros, si tu enlèves tous tes coûts les uns derrière les autres, c'est-à-dire ton coût de revient, ton coût de logistique, ton coût marketing, etc., il faut qu'au final, tu sois toujours à 15% de marge. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, imaginons maintenant qu'on revient dans le monde des bisounours. D'accord ? Qu'un jour, tu estimes que tu es… Enfin, c'est pas qu'on estime, on est le numéro 1 des ventes de la catégorie, tu en vends des palanqués. On fait un test, on retire en fait les 5 euros. Et on continue toujours à vendre au même rythme. Mais c'est toujours 5 euros de marge en plus. Tout à fait. D'accord, ouais. Si tu enlèves ton prix barré, c'est-à-dire que ton code de réduction, en fait, est 10 euros, tu te dis, je vais faire un test, au lieu de 10, je vais mettre 5 euros. C'est toujours 5 euros de plus de marge. Mais tu n'as pas pété, en fait, tes jambes dès le départ. Et c'est pour ça que je vous impose, en fait, au départ, de calculer ça et de l'intégrer. Pourquoi ? Parce que si tu fais l'inverse et tu dis, ouais, on verra à l'usure si ça fait… En fait, vous êtes dans une problématique qui est inverse à la plupart des très grosses boîtes, les boxeurs, poids lourds avec forte allonge. C'est que vous n'avez pas beaucoup de budget au départ. Et vous êtes tous, et je vais finir là-dessus d'ailleurs, vous êtes tous, en fait, à calculer vos budgets à vous. Donc, si tu commences à tirer une balle en disant, je vais faire un effort, moi, financier, de mon côté à moi, en disant, sur mes 15 euros de marge, je vire les 10 euros de prix barré, je vire les 5 euros de prix barré, tu peux te retrouver sans marge. D'accord, ouais. Et je vais aller un peu plus loin. Votre marge à vous,
C'est un slide que j'avais prévu de faire, j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire là. C'est un truc qui est super important que vous comprenez, et en fait que je me suis aperçu, c'était avec, je ne sais plus si c'est Manu, qui avait ça, où je lui ai expliqué, et d'un coup, il l'a vu d'une autre manière. Je vais reprendre en fait votre marge. À la fin, vous avez une marge. La plupart ont un réflexe, en fait, qui est le réflexe de se dire, bah super, c'est mon revenu à moi. Parce que moi, en fait, j'ai fait une sorte de biais au départ en vous expliquant votre objectif, etc. Et les 15% de marge, c'est votre marge nette. Donc, c'est le revenu que vous avez. C'est pas comme ça qu'on le prend. En fait, il faudrait que je vous fasse un slide. Je vous l'écrirai d'ailleurs dans le post. En gros, imaginons en fait que vous récupériez sur 100 euros, 15 euros en fait à votre niveau. Votre strate à vous, normalement, elle est la suivante. Vous êtes tous là, ceux que j'ai en face, avec des stocks de départ. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des tests d'échantillons de 100, 200 échantillons. Sauf que vous tapez tous en rupture de stock. Donc, votre première strate à avoir, c'est de dire la marge, elle me sert à déjà constituer mon stock. Mais mon vrai stock, celui qui me permet de maintenir un flux de vente, par exemple de 5 ventes par jour, sur 90 jours, et de pouvoir faire des réassorts de manière plus globale, c'est-à-dire de dire je commande 1000 unités d'un coup, mais quand vous commandez 1000 unités, il faut sortir de la trésor qui est en face. Et si vous n'avez pas fait vos réserves en amont, ben vous êtes dedans. Et généralement, vous commencez au départ avec un petit budget, avec 100, et vous prenez votre marge pour faire autre chose. Donc, tout votre sujet à vous, c'est ça, c'est-à-dire de dire votre 15% de marge, 50% doit être au minimum réservé à faire votre stock. Et au départ, même, c'est les 100% qui sont là pour faire votre stock. Et alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est, je vais prendre cet exemple-là. Imaginons que vos délais de réassort soient de 60 jours. D'accord? Ça veut dire que vous faites des ventes et on fait en moyenne 5 ventes par jour. D'accord? 5 fois 60, ça veut dire 300 unités. Ça, c'est le minimum. On va se dire, pour être tranquille, d'accord, qu'on va se rajouter 20% de prise de risque. Un retard de livraison, le packaging qui arrive mal à Amazon pour être certain. Donc, ça veut dire que vous êtes, on va dire, sur 400 unités. Tant que vous n'avez pas ce budget de rotation de 400 unités dans votre trésorerie en avance, vous ne servez rien comme pognon. Il faut absolument en fait que cette rotation se fasse de manière naturelle. Parce que si vous le faites en à-coup et que vous claquez en fait et que vous êtes en rupture de stock, vous serez obligé de payer en fait du relancement en fait de visibilité. Donc, toute votre stratégie au départ, c'est que vos 15% de marge, pour faire simple, le minimum, au départ, tant que vous n'avez pas votre stock continu, il est là pour avoir la réserve pour repayer ce stock-là. C'est un autre enjeu, c'est que vous avez un autre niveau de négo, c'est que la négo avec votre fournisseur. Parce que généralement, en fait, la négo avec votre fournisseur, il va vous dire, je suis prêt à vous faire une remise de 1%, 2%, 3%. Je dis une connerie parce que ça dépend vraiment des négos. Si vous en commandez 1000 ou 1500 ou 2000, ben, il y a un moment, vous pouvez vous fixer un objectif de dire, moi, je vais essayer de viser. Vous vous souvenez, dans les moyens de l'équation, c'est de dire, ben, je vais viser aussi de me baisser mon coût de revient de 5% pour faire simple, si j'atteins 1000. Donc, votre marge que vous gagnez chaque fois doit vous servir à atteindre peut-être ces 1000 que vous allez faire en réassort. Parce que ça va vous permettre d'avoir un cercle vertueux. Et ça, vous ne le calculez pas dans votre système. Donc, la première chose, c'est votre 15% doit vous servir sur votre stock à vous. Deuxième sujet, qui est ultra important derrière. Une des règles, en fait, pour la vente, c'est sur Amazon, c'est pas tout miser sur un seul et unique produit, d'en avoir plusieurs. Et à chaque fois, c'est la même chose. Bah, c'est le plan galère. Soit, en fait, vous n'avez pas de budget. Soit, en fait, vous êtes obligé de faire un prêt supplémentaire pour pouvoir avoir un test de nouveaux produits. Soit, vous vous servez de vos produits à vous pour pouvoir, en fait, créer de la truc. Et ben, la marge, par exemple, imaginons, au départ, vous allez dire sur votre marge de 15 euros, 5 euros est réservé pour le stock, 5 euros est réservé pour avoir un budget sur un nouveau produit et 5 euros est réservé à votre revenu. Et la priorité, c'est votre stock. Une fois que votre stock est arrivé, en fait, vous avez le budget pour votre stock, ben, vous basculez ce budget-là sur un budget pour avoir un nouveau produit. Imaginons que c'est 2500 euros pour redéployer un nouveau produit. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé à votre budget de 2500, ben vous conservez. Et à la fin, vous allez voir qu'en fait, une fois que vous avez ce type de business plan en fait, qui rentre et qui se met en place, ben c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en fait, c'est vos autres produits qui s'autopromeuvent et à un moment, en fait, vous vous retrouvez avec votre revenu qui est sécurisé
parce que vous savez que votre stock est bon, vous savez que vous avez vos budgets pour voir vos nouveaux produits et que vous n'êtes pas en à-coup. Je ne sais pas si je suis clair. Vous avez anticipé en fait les prochains trucs. Et que le 15% de marge, ou le 20, ou le 30, ou le 40%, mettez-vous une règle que quand vous avez par exemple, 100 euros, une partie est réservée pour faire du réassort de stock, une partie est faite pour déclencher un nouveau produit et une partie est faite pour votre revenu. Et en fonction de l'état d'avancement des différents budgets de réserve, plus ça va, plus vous pourrez vous donner de revenus. Ça va, j'ai répondu un peu trop à ta question, mais est-ce que c'était clair? Non, non, mais ouais, c'est des choses dont on avait déjà parlé, donc, mais c'est bien de le préciser pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est pas des éléments qu'on prend en compte nous au début. On est souvent plutôt côté amateur que professionnel, et tout ça, ça nous fait rentrer dans le côté pro et entrepreneur vraiment, et c'est des choses qui sont importantes. Ouais. Non, mais c'est ça, et c'est pour ça que là, mais j'arrêterai pas de le répéter parce que c'est du comique de répétition, mais en fait, il faut que ça rentre parce que en gros, j'en ai plein en fait qui se plantent quelques mois plus tard parce qu'ils n'ont pas les moyens d'eux en fait. Et qui sont dans une sorte de cercle vicieux qui est, bon là vous y êtes tous à la même école, c'est tous ceux qui étaient en FBA ont tous claqué leur BSR 30, donc en fait ils sont tous comme s'il y avait une rupture de stock et que ça durait un mois et qu'on est obligé de tout relancer, de tout repayer. Alors presque pas tout parce qu'on a les commentaires, on a des connaissances, on a à payer de la data déjà, mais pour la visibilité on est obligé de tout repayer. Sur un autre système, par rapport à Rocha en fait qui posait la question, en fait effectivement ça revient à gonfler un peu le prix pour mettre la promo et rester dans notre marge. Et c'est tout le sujet. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous calculez votre prix en fonction des concurrents, prenez votre truc, tracez en fait en calculant par rapport à vous. Et après, on réglera en fait le sujet de où on en est, qu'est-ce qu'il y a. Mais si votre prix en fait n'intègre pas tout à l'intérieur ou une grosse partie du tout, c'est pas bon quoi. Donc il faut bien intégrer quelques éléments promotionnels à l'intérieur de ça. Après, c'est que du bonus quand on retire la promotion. Et c'est pour ça que, généralement, on n'inclut jamais la publicité, mais que je vous le fais inclure, la publicité. Parce que vous allez comprendre une technique, elle est assez con. Et j'arrête là-dessus parce que je vais déborder de partout. Vous vous souvenez, j'ai mis 15% en fait, de publicité minimum. D'accord? Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils regardent, ils prennent ce 15% et ils le rentrent en fait en se disant, quand je dépense de la pub, je dois en fait avoir un ACOS. L'ACOS, c'est la dépense publicitaire sur le chiffre d'affaires publicitaire de 15%. Mais non, ce n'est pas ça en fait le sujet. C'est 15% en fait, c'est sur le chiffre d'affaires global. Imaginons la première semaine, on se dit qu'on a fait 100 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que moi, j'ai 15 euros en fait de budget publicitaire dessus, puisque j'ai 15%. Et en fait, ces 15 euros de publicité, je vais les dépenser en gros sur un certain nombre de choses. Mais je vais faire peut-être que 3-4 ventes dessus. Parce que, en fait, je vais faire peut-être, je ne sais pas moi, on va dire une bêtise. Tiens, on va dire 30 euros de chiffre d'affaires. OK? Donc, ça veut dire que sur les 100 euros de chiffre d'affaires, il y en a 30 qui sont dus à la pub et 70% qui sont dus à l'organique. Alors, les gens sont venus de manière naturelle. Mais en fait, mon sujet à moi, c'est que quand je fais ma pub, je me donne des moyens pour aller consolider les mots-clés où je commence à être visible, aller chercher des nouveaux mots-clés, ce qui fait qu'en fait, ça fait un cercle vertueux au fur et à mesure. Et comme vous avez intégré vos 15% dans le prix de vente de tous vos produits, je sais que je suis dans votre épure à vous de marge. Par contre, vous ne apercevez pas, mais ça devient en fait quelque chose qui devient de plus en plus violent, parce que comme on devient de plus en plus visible, qu'on a de plus en plus de moyens, on passe de poids léger à poids lourd en campagne publicitaire. Parce que à des moments, je prends un exemple tout bête, que je vous montrerai la semaine prochaine. Normalement, ça va arriver là. J'ai pris les screens. Il y a 1 mois et demi de ça, Tapis de Bridge était Amazon Choice. Il a pris le confinement en pleine gueule, donc bloqué en vente. Je n'ai plus que la pub. Je suis plus visible en organique. Et là, maintenant, comme je connais mes ratios et que je connais le machin, je suis à 250 euros par jour, en fait, de publicité sur 4 mots-clés. Mais en face, je sais que j'écroule tout le monde parce qu'il n'y a personne qui a les moyens que je suis en train de mettre en place, sauf que je sais que je suis dans les purs. Parce que je connais mes taux de transformation sur chacun de mes mots-clés, etc. Dans un mois, je repasserai Amazon Choice sur l'ensemble des mots-clés dont j'ai besoin. Ça, en fait, c'est ce que ça permet de faire. Et c'est de passer de poids léger, en fait, à poids lourd sur un ou plusieurs mots-clés. Et là, Tapis de Bridge, si vous tapez Tapis de Bridge, vous verrez, en fait, le Wogamat, il est tout seul dans son coin en sponsorisé. Mais je mets une telle violence, en fait, de publicité que personne n'arrive à suivre. Et la plupart, vous êtes confrontés à ça, vous, en ce moment, dans vos marchés, c'est que les poids lourds,
pendant 1 mois, 2 mois, en fait, sont en train d'écrouler le tarif. Ils ont multiplié par 3, 4, 5 les frais de publicité pour écrouler tout le monde, pour gagner ces 30 jours en fait, de BSR, pour se positionner devant. Et donc là, en fait, c'est ce que vous allez recevoir lundi ou mardi. Je pense que ce sera mardi. C'est des plans d'action les uns et les autres en disant, là, en fait, je vous propose plutôt d'être en défensif parce qu'on n'a pas les moyens d'aller jouer avec eux en fait, de l'autre côté. Donc, on va baisser et on va attendre parce que dans 30-40 jours, ils vont revenir à l'état normal et on va pouvoir revenir derrière, en fait. Mais là, pour l'instant, il y a des trucs. Je discutais avec Emmanuel Bollet, en fait. Il a, même en doublant en fait ses enchères, c'est-à-dire que je suis à un niveau d'enchère X et je peux mettre 100% de plus, je n'arrive même pas à être présent en impression. Et j'ai testé en fait sur, je crois que c'est une journée, c'est 2,03 € le clic. Ça veut dire que même à 10% en fait de taux de transformation, ça veut dire 23 € de dépenses publicitaires pour faire un acte de vente. C'est pas possible, c'est pas rentable. Non. Ouais, comme ça, c'est produit, non, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça. Là, on est dans les Balkans, là, tout de suite. Mais voilà, c'est pour ça que vous, là, pour l'instant, on est dans l'étape matrice de performance. Re-regardez, parce que même ceux avec qui je les ai fait déjà, etc., re-regardez vos matrices de performance et re-challengez, en fait, le sujet. D'accord ? Bon, ben, j'espère que j'étais à peu près clair dessus. On passera sur un autre modèle pour que vous puissiez poser des questions sans que je vous réactive, désactive derrière. La semaine prochaine, réorganiserai. Est-ce que ça vous va ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, super. Bon, ben super. Allez, je vous laisse parce qu'il est déjà 12h20. Putain, je me suis explosé en fait. J'étais bon, hein, j'étais à 1h et j'ai explosé derrière. Le timing, c'est pas possible pour toi. Bon, allez, à plus. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Salut. Comme ça, à plus.